Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour l'épisode 4 du 19e trou. On est de retour. Alex, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Bah déjà content de te revoir ici, Pierre, après ton petit séjour en Colombie. Donc ça fait plaisir de te revoir à l'appart. Mais sinon, écoute, tout va très bien, un très bon week-end. Et toi alors, ce voyage, comment vas-tu? Euh, Muy bien, muy bien. Je vais très bien, c'était une bonne semaine. La Colombie, si vous n'êtes pas allé, je vous recommande absolument d'aller voir ce superbe pays. Mais non, content d'être rentré, content d'être retour un petit peu dans notre petit studio pour cet épisode 4. Où, avant de se lancer, juste un petit rappel, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Je crois on a presque à 150 followers sur Instagram et sur Twitter. Donc venez nous voir, venez nous suivre si vous aimez ce qu'on fait. Et maintenant, on peut passer au menu de la semaine. Exactement. Qu'est-ce qu'on a un petit peu cette semaine, Pierre? Bah on a un peu, qu'est-ce qui s'est passé à la Fred Championship? Nos Français. On a eu aussi un tournoi sur le PGA Tour, le Saunders. Et on a eu aussi un petit peu un petit concours de long drive avec Bryson dont on vous parlera un petit peu et le programme de ce que nous allons aussi avoir à commenter pour ce week-end. Bon écoute, je te propose Pierre tout de suite, on se lance directement. L'Alfred, qu'est-ce qui s'est passé à l'Alfred? Et bah, à l'Alfred, qui est le tournoi le mieux doté sur l'European Tour, hors Rolex Series majeur, etc. Mais donc un gros tournoi assez particulier et historique parce qu'il joue sur trois parcours différents. Le Old Course à St Andrews, Kings Barnes et Carnoustie. Et un format aussi en double avec un amateur. Donc vraiment un super tournoi et vraiment amusant à regarder parce qu'il joue vraiment des parcours historiques de ce pays-là. Et on a eu un Néo-Zélandais qui rafle la mise. Ouais, exactement. Ryan Fox qui gagne. Juste sur le format, du coup, c'était aussi un format un peu différent. Normalement, un tournoi classique, c'est 2 tours, un cut, puis les 2 tours du week-end. Là, comme il y avait 3 tournois, notamment parce que chaque joueur était accompagné d'un amateur, c'était du coup un cut après 3 tours pour que chaque joueur puisse jouer sur les 3 parcours. Et du coup, un cut avant le dernier tour. Et donc, Ryan Fox qui gagne en partant de l'arrière. Encore une fois, vaut mieux être chasseur que chassé. Je me répète, mais c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Et en plus, il a pas chassé longtemps au final, parce qu'au bout de 7 trous, je crois, Exactement. il avait déjà repris la tête, parce que Mansell, qui était en tête, a un peu mal commencé son dernier tour, et lui a très bien commencé, parce que je crois qu'en gros, et après à la fin, il avait 3 coups d'avance avec 3 trous à jouer. Mm. Donc vraiment, il a pris la tête et il a continué sur cette lancée, avec beaucoup de putts rentrés et choses comme Ouais. ça. Donc vraiment une belle victoire pour lui, qui galérait un petit peu ces dernières semaines, ou un petit peu blessé. Il avait une histoire de club qui n'était pas arrivée à destination pour un tournoi. Et c'est un petit peu ça en plus qui lui a coûté la President's Cup, pour laquelle il postulait. Ouais, il avait fait un super début de saison, l'air de rien, un petit peu en Europe et quelques tournois un petit peu dans le monde. Il était bien pressenti pour être un peu dans cette liste de President's Cup. Bon, comme tu l'as dit, il a pas bien joué ces dernières semaines, ces 2-3 derniers mois pour être finalement dans les points ou un Captain's Pick de Trevor Immelman. Mais c'est vrai que bon, il aurait pu y postuler. Mais bon, quand on voit que derrière, il n'y est pas allé et il gagne sur l'European Tour, on se dit que finalement, il y a toujours quelque chose de bien qui nous attend. Après avoir mangé son pain noir, on mange son pain blanc, comme on dit. Ouais. Mais oui, comme tu l'as dit, revenez de derrière. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, revenir de derrière très rapidement leader, ça reste quand même le St Andrews, le Old Course, c'est pas n'importe quel parcours. Tu peux vite aller dans les foins et prendre un petit peu catastrophe ou bouillon sur un trou. Donc c'est vrai que c'était quand même sympa. Voilà, 3 coups d'avance à 3 trous à jouer. Il gagne à -15 avec un seul coup d'avance sur le deuxième à -14 parce qu'il a un peu poussé la balle à la fin. On lui en voudra pas. Mais voilà, c'était un beau tournoi. Il y a eu de très bons joueurs. Donc il finit à -15 du coup avec un coup d'avance sur Alex Noren et sur Shin Quinn. Donc voilà, c'était un beau tournoi. Ils n'ont pas eu un temps facile en plus pendant ce week-end. Je sais pas si tu as regardé un petit peu, mais le deuxième tour, très honnêtement, je préférais les regarder dans mon canapé que d'être sur le parcours. C'était vraiment incroyable. Je sais pas comment tu as vécu un petit peu ça, toi, Pierre, de ton côté. J'ai vu quelques images où c'est vrai que ça avait l'air impossible. Je pense que impossible est le mot. Et on a eu un petit message d'un ami des Bogey Players, Romain Langas, qui lui aussi nous a confirmé que ça a été la journée la plus compliquée qu'il ait eu à gérer au niveau conditions dans sa carrière golfique. Ça dit quelque chose parce qu'ils ils jouent tous les week-ends, et donc ils ont vraiment eu des conditions horribles.
Romain disait, je crois qu'un +2 ou +3 cette journée-là, c'était un très 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 bon score. Donc quand tu vois que Mansell fait -4 ce jour-là, tu te dis, bon, comment il fait? Surtout que de l'autre côté, tu as un joueur qui fait 52, je crois, sur les 9 derniers trous à Saint-Andrews ce jour-là. Ouais. Donc ça dit un petit peu la difficulté de la journée. Et en plus, certains joueurs et certains parcours sont différents sous ces conditions-là. Donc certains joueurs ont été un petit peu avantagés de jouer sur l'un des 3 parcours versus d'autres qui ont joué sur le parcours le plus difficile où là, ça a dû être vraiment compliqué. Ouais, non, c'est vrai que du coup, bon, ce qui est un petit peu désavantageux, c'est que les parcours sont pas exactement les mêmes, mais comme tu le disais, certains parcours peuvent être un petit peu plus durs sous certaines conditions. Voilà, donc c'est vrai que quand on se retrouvait ce jour-là où il a fait vraiment un temps affreux sur le parcours le plus compliqué, c'est la faute à pas de chance, alors que d'autres ont peut-être eu des meilleures conditions sur ce parcours-là. Donc bon, c'est le jeu, c'est le golf, on peut pas y arriver tout le temps, c'est comme ça. Mais après, bon, c'est vrai, moi je regardais. En vrai, quand on est amateur comme nous, et nous on joue quasiment sous toutes les conditions, on nous arrête quand même très difficilement sur un tournoi pour mauvaises conditions, alors qu'on a toujours l'impression qu'à la télé, les pros ils jouent tout le temps dans les conditions qui sont quasi parfaites. Ils peuvent avoir un peu de vent, un peu de pluie, mais c'est souvent très léger, et c'est souvent, dès que c'est un peu des conditions extrêmes, ils sont arrêtés ou c'est repoussé au lendemain. Là, ils ont continué à jouer alors que c'était vraiment des conditions difficiles, parce que c'est les conditions aussi écossaises et anglaises. Donc bon, ça fait plaisir aussi de se dire, voilà. Ça fait bizarre de voir Rory McIlroy avec son bonnet, sa veste de pluie, son pantalon de pluie et les 2 gants de pluie. C'est quand même des trucs qu'on voit jamais ou très rarement. On voit jamais à la télé. Donc vraiment, c'était intéressant de voir ces joueurs vraiment galérer dans des conditions difficiles. Et pour vous refaire un petit peu le leaderboard qu'on vous mettra ici en vignette, donc on a Ryan Fox qui gagne à -15, suivi de Alex Noren et Callum Schwinn-Quinn. On a notre petit français Antoine Rosner qui finit 4e ex-aequo avec Rory McIlroy. Rory qui continue à faire une grosse saison et Antoine dont on va parler un petit peu plus dans notre section franchise. Mais un très très bon leaderboard où le petit coup marrant, je sais peut-être que vous l'avez vu, c'est Alex Noren au 18 qui lâche son grand slice, qui vient taper sur la route, taper un immeuble et qui vient finir sur le green. Donc le petit coup de chance qui fait du bien pour finir 2e ex-aequo à -14. Donc un super tournoi avec des rebondissements, un Ryan Fox voilà, qui revient et qui est un petit peu en mode vengeance de ne pas être pris à la President's Cup, vient gagner. Donc vraiment très cool. Et un bon week-end sur l'European Tour encore une fois. Je suis d'accord avec toi, un très bon week-end sur l'European Tour, c'était intéressant à regarder, c'était intéressant à suivre. On va en parler dans la section franchise, mais il y a eu des très gros scores. Première journée en fait avec un temps très clément, pas de vent, pas de pluie, donc c'était quand même assez simple. On en parlera un peu dans la section des Français, mais ils ont fait des très bons scores, on était vraiment très bien partis, on avait beaucoup d'espoir. On est tout de suite revenu dans les conditions du direct où là ça a été un petit peu plus compliqué, mais voilà. Et comme tu l'as dit, Rory McIlroy, je vais pas en faire trop parce qu'on commence à me dire que j'en fais trop sur McIlroy, mais voilà, encore là, un gros week-end, il fait quand même 2 grosses cartes de -5 et -5 le week-end pour revenir donc un week-end à -10 pour être à -13 total. Donc voilà, je vais pas en faire trop parce qu'après on me dit que voilà, j'en fais trop sur McIlroy, je l'aime vraiment trop, mais voilà, encore une 4e place. Il sera là pour aller chercher le titre du DP World Tour à la fin de la saison. Il montre qu'il est en forme. Il est en tête et pas mal de points d'avance, donc il est bien parti. Mais allez, passons en français. L'actu de nos franchises. Exactement, passons en français. Donc comme tu le disais, on a eu une première journée où moi je sais que j'ai ouvert l'application, j'ai regardé et je me suis dit non, c'est pas possible. Je me rappelle même t'envoyer un message. Ouais, c'est pas possible. Commençons par le moins bon des 3, on va dire. Ouais. On a Antoine Rosner qui fait -9 à Saint-Andrews. On a Fred Lacroix qui fait -10 et on a Romain qui fait -11, qui égale le record du parcours sur le course. Il disait dans une de ses interviews, c'est un petit peu historique, quoi. Il a raison, il rentre un peu dans le livre des records du golf et en plus à la maison du golf où il fait -11, où il fait une journée sans accroc. Je crois qu'il a 2 eagles dans la partie, une superbe journée. Et donc là, après ce premier tour, on se dit, tiens, les Français, ils sont dans la place et on peut espérer de gros résultats. Exactement. Et moi, je me disais surtout, pour une fois que je parie pas sur Romain Langas qui fait une bonne perf, il fait -1 après le premier jour, j'ai vraiment cru que j'étais son chat noir. C'est vrai. Et donc, notre Français de la semaine, Antoine Rosner. Ouais, Antoine Rosner, donc comme on l'a dit, il finit 4e, il fait encore un top 5, il enchaîne vraiment les bonnes performances, moi je trouve, en cette fin de saison.
Il avait fait un bon tournoi aussi à l'Omega en Suisse. Il est vraiment régulier ces derniers temps sur les derniers tournois. Si je dis pas de bêtises, il est 30 ou 35e 37e, je crois. à la Race to Dubai. 35. Il sera a priori là en fin de saison pour la finale de la Race to Dubai à Dubaï. Voilà, il fait une très bonne saison. Il avait eu un début de saison assez compliqué où il était pas très régulier, il avait du mal un peu avec son jeu, il faisait pas beaucoup de bonnes performances, mais là depuis 2-3 mois, on sent vraiment qu'il est là, il a confiance en son jeu et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir un Français qui performe un petit peu et qu'on voit un petit peu tout le temps sur le petit leaderboard sur Golf Plus tous les week-ends. On voit écrire Rosner et bon, ça fait 2-3 ans qu'un de temps en temps, ou alors ça tournait tout le temps par coup de chance, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Français régulièrement dans les meilleures places, donc c'est vraiment très agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Surtout que la semaine dernière à l'Open de France, il fait une dernière journée un petit peu décevante, mais il fait toujours quand même une 11-12e place, il me semble. Donc là, il est en pleine bourre, on va dire. Il joue très très bien au golf. On a, on va dire, le premier déçu des Français, ou en tout cas le premier où on se dit c'est chiant, avec ce deuxième tour dans des conditions difficiles, c'est Romain qui, après un 61 sur le hall course, fait 80 et donc tombe un petit peu en dehors de la course à la victoire, ou en tout cas n'a pas réussi à repartir du même pied sur le 3e et le 4e tour, parce que si je salaud, mais 19 coups de plus du jour au lendemain, c'est quand même beaucoup, hein. C'est assez rare, et je crois que c'est 5 par 4, hein. C'était la stat avec je crois Thomas Pieters qui fait 64 le premier tour et qui suit par un 83. Là encore 19 coups, donc c'est beaucoup, on a vu que ce deuxième tour, les conditions entre premier et deuxième tour ont fait vraiment des gros écarts de score. Et donc pour le récap un petit peu de nos Français dans les scores en tout cas, donc on a Antoine qui finit 4e, Romain et Victor Pérez qui finissent 36e à -5, on a Frédéric Lacroix 42e à -4 et les deux autres qui ont passé le cut, Benjamin Hébert et Julien Brun qui finissent 48e et 52e. Donc sur un gros tournoi comme ça, bon ils ont fait des cuts, ils n'ont pas fini à des très très bonnes places. Mais voilà, c'est toujours une semaine, on va dire. Bon bah voilà, on marque des points, on se rapproche soit de garder sa carte, soit de remonter dans les 50 joueurs pour aller à la finale du DP. Donc une semaine, allez, avec un très bon Français et après un petit peu coup-ci coup-ça pour les autres. Voilà. J'aime bien Pierre. Je me rattrape un peu ce que je vais dire, parce qu'encore une fois, oui, Antoine Rosner est plutôt là à chaque fois sur chaque tournoi et je trouve ça vraiment je suis vraiment déjà très content pour lui. Et c'est bien aussi même pour nous Français d'avoir un Français au top du leaderboard, mais après encore une fois la suite des joueurs, c'est voilà, ça prend des points, c'est sûr, c'est bien et on s'en rend pas compte. Moi je suis là dans mon canapé en train de parler sur eux, c'est leur métier, eux ils ont peut-être des contraintes, ils ont peut-être beaucoup plus de peur, beaucoup plus de stress par rapport à ça et ils aimeraient sûrement faire mieux. Mais c'est pas encore exceptionnel. Enfin, c'est bien, ils marquent des points, mais c'est pas exceptionnel. Il y a encore beaucoup de Français qui loupent le cut. Et quand on regarde le classement de la Race to Dubai après ce tournoi-là, il n'y a que 3 Français qui ratent le cut. Parce que gros champ, donc on n'avait pas énormément de Français. Voilà. On a 3 Français qui ratent le cut, dont un. Faut peut-être parler dont un abandon de Victor Dubuisson. Oui, je suis plus surpris. Hein. C'est 14 tournois cette année, 4 cuts faits, 6 cuts ratés et 6 abandons. Où à chaque fois on a très peu d'informations sur pourquoi il abandonne. Là il semblerait qu'il ait eu mal au dos, donc le DP World Tour a confirmé que voilà, ça a été approuvé par un docteur. Je ne connais pas le process exact pour ça, mais des joueurs de l'European Tour qui abandonnent doivent prouver pourquoi ils abandonnent, raison médicale ou autre. Si ce n'est pas le cas, ils prennent des amendes, et là Victor aurait eu mal au dos. Comme tout le monde, hein. Tout le monde a un peu mal au dos. J'avais un petit peu mal au dos ce matin. Voilà. Bon, je suis pas allé jouer au golf, mais non, ça devient un petit peu embêtant pour Victor, qui prend un petit peu, officiellement non, mais qui prend un petit peu des places pour des joueurs qui aimeraient jouer ces tournois, qui sont premiers sur liste d'attente. Où Victor, ça fait quand même 6 abandons cette année, ça fait beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il avait très bien commencé l'année avec une 3e ou 4e place sur l'un des Rolex Series. C'est grâce à ça pour l'instant qu'il est toujours dans les 115 premiers qui maintiennent leur carte au Dubai World Tour. Hein. Il est 107e, donc ça va quand même être entre guillemets chaud si je puis me permettre. Mais c'est 95% de ses points pris sur un tournoi en début d'année au Rolex Series. Depuis, j'espère que la pêche est bonne. Alors bon, et surtout, on a vu un tweet de Benjamin Cadou, un journaliste de l'équipe sur le journal du golf, qui a dit très justement, ces 6 dernières apparitions, c'est quand même abandon, cut manqué, abandon. Et tu rajoutes un abandon sur le 7e là de cette semaine. Voilà, donc abandon en plus. Excusez-moi, mais bon,
c'est quand même pas sa meilleure période. On connaît pas sa vie personnelle, on n'est pas proche de lui, donc il a sûrement de très bonnes raisons. Mais bon, encore une fois, tu l'as très bien dit, il récupère sur ses abandons à chaque fois des places du premier de réserve qui peut-être aurait besoin de ses points pour sauver sa carte à chaque fois et qui est peut-être en pleine possession de ses moyens et qui se donnerait à fond. Donc bon, je veux pas le descendre, mais... C'est une critique facile, on sait effectivement pas, mais j'aime bon, bien. On se pose des questions. En tout cas, j'espère que le ton rouge en Andorre est bon. Ouais. Pour faire un petit recap aussi de la Race to Dubai, parce que là on se rapproche de la fin avec encore 5-6 tournois qui arrivent. Ouais. On a pour l'instant dans les clous pour la finale à Dubaï Victor qui est 17ème, Antoine Rosner 35e, Romain Langas 44e. Après on a Mathieu Pavon qui est juste en dehors des clous à 54, Julien Brun qui est 79e, Julien Guerrier à 91e, Dubuisson 108 et après juste en dehors des points pour le moment Frédéric Lacroix. Donc là, les derniers tournois vont être cruciaux pour la majorité de ces joueurs pour soit garder la carte, soit aller en finale à Dubaï. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, quand on parle de la saison des Français, puisqu'on est dans la catégorie franchise, on en a 4 peut-être qui vont jouer la finale, 4 peut-être qui vont maintenir leur carte, et je ne sais combien. Alors, tout dépend des catégories, des tournois auxquels ils ont pu participer. Je veux pas me faire l'avocat du diable. Mais bon, ça reste quand même un pourcentage assez faible. On est content pour nos meilleurs Français. On aimerait aussi, et en fait j'ai une critique, mais c'est plus par volonté d'avoir beaucoup de Français très bons sur le Tour européen. On a quand même beaucoup de Français qui sont complètement en galère. Et on a peut-être que sur un contingent, je ne sais pas, de 15 ou 16 Français au début de l'année qui ont des catégories potables, on va dire, donc qui peuvent participer à un maximum de tournois avec des prix intéressants. On en a peut-être potentiellement, allez, si je donne sa carte à Frédéric Lacroix 122 parce que je suis sympa, on en a 8 qui restent, ça fait 50%. Je dis pas que c'est simple, loin de là, mais c'est quand même pas la panacée. Ouais, mais tu vois, j'ai pas les chiffres là, mais je pense que 4 Français à Dubaï, en finale, c'est pas loin d'être un record de souvenirs comme ça, de mémoire, parce qu'en général, on en a 2 ou 3 qui y sont. Là, 4 potentiellement, ça serait quand même cool. Mais tu as raison, c'est vrai que je pense que 8, on espère en voir plus. On espère toujours en voir plus. Bien sûr. Peut-être que ceux du Challenge Tour l'année prochaine vont aider. La bonne transition Challenge Tour qui se jouait au golf de Pont-Royal, le Hops Open de France. Dans le sud de la France. Où là aussi, on avait un gros contingent de Français parce que beaucoup sont invités du fait que le tournoi se passe en France. Mais on a eu donc ce Challenge Tour où notre meilleur Français finit 6ème, Sébastien Gros. Très très cool de le revoir rejouer à ce niveau-là. Il disait que voilà, ça n'a pas été une année facile parce qu'il n'a pas eu beaucoup joué, pas eu beaucoup d'opportunités de se montrer sur le Challenge Tour. Là, un gros résultat pour se relancer sur cette saison et espérer garder sa carte. Donc c'est vraiment cool. Et on a un deuxième Français qui complète le top 10 avec Adrien Sadier qui finit 9ème. Après, c'est vrai que Sébastien Gros, c'est super pour lui de finir 6ème parce que je crois qu'il garde sa carte sur le Challenge Tour avec les points qu'il a marqués. Parce qu'avant ce tournoi, il était 108ème de la Road to Mallorca, donc c'est la Race to Dubai, mais pour la deuxième division de Challenge Tour. Et 108ème, on ne fait pas grand chose en étant 108ème du Challenge Tour, donc c'est vraiment cool pour lui. En plus, il a quand même espoir de remonter sur le DP World Tour, puisque là, il est cette semaine à Ardelot pour du coup les étapes de qualification, donc la première étape de qualification pour essayer de remonter sur l'European Tour. Donc voilà, on va voir ce qu'il fait. Mais c'est vrai que déjà, s'il peut garder sa catégorie sur le Challenge Tour, c'est bien. Et puis, il le disait lui-même, le Challenge Tour, si on finit 25e toutes les semaines, on gagne pas une cacahuète. Hein. Ça, il faut le dire, on vit pas. Hein. Bon. Ouais, exactement. Bon, là, en plus, il est remonté 108e. Ah, il est remonté 108e. Donc, vraiment, année difficile. On espère que là, les cartes se passent bien et que, je pense que presque le plus important pour lui, c'est de bien finir sur le Challenge Tour les quelques tournois pour rentrer dans les 75 et garder sa carte. Mais voilà, donc pour les Français, sinon pour la Road to Mallorca, les Français qui sont en lice, en tout cas, on a Robin Cieux-Ségris qui est maintenant 8ème de la Road to Mallorca. Qui sera sur l'European Tour l'année prochaine. Voilà, donc pour 2 Français, normalement, la carte sur l'European Tour est assurée. Robin, cette semaine, il finit 11ème. Le deuxième à ce classement pour la Road to Mallorca, c'est Clément Sordet, qui lui a fini 35ème, si je ne me trompe pas. 28ème. Et après, on a Co, 19ème, Pierre Pinault, 22ème, Félix Maury, 32ème, Hugo Couteau, 33 et David Ravito, 35ème.
Donc voilà, on a déjà 2 Français qui vont venir combler ce contingent sur le DP World Tour. Après, pour ces 2 Français-là qui sont très bien, l'objectif c'est d'entrer dans le top 5 du Challenge Tour. Exactement, parce que la catégorie, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la catégorie, donc les 20 premiers du Challenge Tour ont directement leur carte pour aller sur le DP World Tour l'année prochaine, mais en fonction des tournois, plus ou moins bien dotés, ça dépend un peu de la catégorie qu'on a. Donc avec si on a été vainqueur d'un tournoi sur le DP World Tour, si on a été dans le top 50 mondial, il y a plein de catégories, je ne vais pas toutes les faire, mais si on est dans le top 5 du Challenge Tour, la catégorie est meilleure que ceux qui sont entre 5 et 20. Ouais. Donc ça permet de participer peut-être à 2, 3, 4 tournois en plus et peut-être d'aller chercher plus de points et se maintenir plus facilement. Donc c'est vrai que voilà, pour ces 2 Français qui sont un peu aux portes du top 5, il reste 3 tournois, 2 en Angleterre, 1 en Espagne, l'Espagne qui est la finale. Voilà, donc il y a quelques points encore à aller chercher, des bonnes performances leur permettraient la finale qui est bien dotée, qui permet de faire un boost si une grosse place. Pour nos franchises en Europe, c'est un peu tout. On va traverser l'Atlantique, mais on va toujours parler franchise. Parce qu'on avait le LPGA Tour aussi, où on a vu Céline Boutier qui finit, il me semble, dans le top 10, 9e, qui en gros a son nouveau record de place au ranking mondial. 13e. Donc voilà, Céline continue de porter le drapeau français du côté des femmes. Elle est 13e mondiale, elle est 10e sur le classement du LPGA. Là, sur ce tournoi-là, un dernier tour décevant, parce qu'elle fait plus 1. Je crois qu'elle prend 17 greens en régule, 36 putts. Je crois qu'elle était vraiment pas contente de son putting. Donc voilà, la petite journée décevante. Mais je crois que c'était déjà son 10e top 10 de l'année. Enfin, c'est vraiment encore une belle saison pour Céline qui continue de grappiller un petit peu ses places. C'est un exemple de régularité. À chaque tournoi, elle passe le cut, elle est en train de faire des bonnes performances. Il lui manquerait peut-être, et on l'espère que ça arrivera bientôt pour elle, 1 ou 2 victoires pour faire ce petit gap, entrer dans le top 10 mondial et voilà, être vraiment parmi les 5 meilleures mondiales, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un exemple de régularité. Elle s'engage sur un tournoi, elle est là jusqu'au dimanche et elle est plus ou moins en train de jouer la gagne, même qu'elle soit proche ou loin. Donc c'est un exemple de régularité. Elle joue vraiment très bien au golf, elle tape bien la balle, elle montre que voilà, elle a une progression qui est linéaire. Elle n'a pas eu une grosse victoire tout de suite qui l'a mis un peu tout en haut de l'affiche. Elle a une progression linéaire et du coup elle emmagasine beaucoup d'expérience. Et donc je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être, j'espère que c'est trop long, mais prochaines années, elle pourra gagner 1 ou 2 gros tournois, un majeur féminin, ce serait quand même vraiment bien. Un majeur serait vraiment la cerise sur le gâteau, en tout cas pour nous. Pour une Française, on a eu quelques Françaises qui étaient bonnes par le passé, mais on sent vraiment que Céline est celle qui peut aller chercher un peu les records français dans le golf mondial. Et on va parler aussi de la deuxième qui est la plus jeune et en qui on a beaucoup d'attentes et qui a beaucoup de potentiel, c'est Pauline Roussin-Bouchard qui fait un très bon dernier tour, je crois -6, qui a pratiquement sécurisé sa carte pour l'année prochaine, donc une très bonne première année pour elle aussi, qui se fait au plus haut niveau féminin, qui a un super swing hyper puissante avec des gros coups de drive, donc c'est vraiment cool de voir ça, et 2 Françaises qui vont s'installer durablement sur le PGA Tour. C'est vraiment, on l'espère pour Pauline en tout cas. Elle a encore un gap à franchir pour atteindre le niveau de Céline, mais c'est vraiment un espoir du golf féminin français, et on espère vraiment qu'elle pourra vraiment s'installer parmi les 15-20 meilleures joueuses mondiales très rapidement et aller chercher un peu plus haut dans les prochains mois. Donc maintenant qu'on était aux États-Unis, passons au PGA Tour où on avait le Sanderson Farms où Sam Burns défendait son titre. Il n'a pas défendu son titre avec succès. C'est un Canadien qui lui aussi revanchard de la President's Cup rafle la mise en la personne de Mackenzie Hughes qui va gagner en play-off, deuxième trou de play-off contre Sepp Straka. Un Autrichien chaud comme la braise ces dernières semaines, mais voilà, encore sa deuxième victoire sur le PGA Tour. 6 ans après. 6 ans après, il y a 6 ans, c'était son 4e tournoi sur le PGA Tour qu'il jouait en tant que membre du Tour, il le gagne. Il se disait, tiens, c'est facile de gagner, je vais en gagner tous les mois des tournois du PGA Tour. Malheureusement, il a dû attendre 6 ans, mais encore un finish au couteau, où le putter a été l'arme de prédilection et l'arme fatale pour Sepp Straka.
et l'arme de choix de Mackenzie Hughes. Bah, exactement. Et en plus, quand on dit le putter a été l'arme de choix, c'est que pour une fois, on se sent un peu plus proche d'eux parce que c'était des putts pour rentrer des pars et pas pour rentrer des birdies. Exactement. Et ça, nous en tant que bogey player, on est plutôt en train de putter pour par que pour birdie. Donc c'est vrai que là, de le voir rentrer les parts, on se dit, on s'en sort en tout cas un petit peu plus proche de lui. Les greens apparemment étaient vraiment incroyables, c'est parmi les meilleurs greens du PGA Tour, je sais plus où on lisait ça. Ouais. Et là, bon, il a fait un dernier tour un peu plus compliqué, mais il a rentré 6 ou 7 putts de 5-6 mètres pour par pour rester dans la course alors que le jeu était peut-être un petit peu défaillant. Donc c'est vrai que c'est une très belle perf de Mackenzie Hughes, comme tu le disais, 6 ans après. C'est peut-être un peu enflammé, première victoire après 4 tournois sur le PGA Tour, il pensait qu'il allait battre les records de Tiger. Il a mis 6 ans pour en avoir un deuxième. Ouais. C'est déjà ça parce qu'il aurait pu ne jamais en gagner un autre. Et voilà, il a fait. C'est un beau tournoi. Bon, ça reste un petit tournoi du PGA Tour puisque c'est la reprise. Comme on l'avait dit dans la précédente vidéo. Le PGA Tour s'arrête fin septembre et du coup en octobre, enfin mi-septembre même. C'est le troisième tournoi de la saison, C'est le troisième tournoi de la saison 2023. On est encore qu'en octobre 2022. Ouais. Voilà, ils sont un petit peu en décalé. C'est plus un calendrier scolaire qu'une année calendaire. Mais bon, voilà, il faut le savoir. Et donc, c'était un beau tournoi. On a eu un playoff, il y a eu du suspense. C'était quand même intéressant à regarder. Exactement. Et nous, internationaux, qui voulons un petit peu mettre fin, battre cette hégémonie américaine, là quand même, on vous mettra le leaderboard en vignette aussi. On a 5 internationaux aux 5 premières places, un Canadien, un Autrichien, 2 Australiens si je ne me trompe pas, et un Argentin, et un petit Belge, Thomas Detry, un petit. Il est assez grand et il met des fracs, mais qui rentre dans le top 10 avec une 9e place. Il était en tête après 2 tours. Il avait très très bien putté les 2 premiers tours. Je crois qu'il avait mis plus de 80 mètres de putt, si je ne me trompe pas, si je fais la bonne conversion feet mètre, qui était 240 feet de putt, donc bouillant sur les greens. Mais voilà, une bonne semaine sur le PGA Tour. On a un beau finish qui fait plaisir, malgré le fait que le champ ne soit pas encore au niveau des gros tournois du PGA Tour. Ouais. Non, c'est sûr, voilà, c'était pas un gros tournoi, mais bon, c'est bien, il faut quand même les jouer. Un joueur comme Mackenzie Hughes, en gagnant dès le 3e tournoi de l'année sur le PGA Tour, il sécurise son entrée pour 3 ans sur les tournois du PGA Tour, il marque des bons points. Voilà, ça reste, c'est pas le plus gros tournoi, mais bon, il faut quand même aller le gagner. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui, justement, eux, profitent de ces tournois pour essayer d'engranger un maximum de points. Ils ont le couteau entre les dents en arrivant là-bas. Donc voilà, c'était un beau tournoi, mais bon, c'était un bon week-end. Hein. Écoute, on avait pas mal de golf, hein, on sait quand même plus. Alors maintenant, peut-être un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe le week-end prochain. Exactement, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Donc là, il y a 3 tournois, en tout cas chez les hommes, avec le premier, celui dont on va parler qui est le plus proche, qui se joue en Espagne, au club Campo Villa de Madrid, une ville qu'on apprécie beaucoup, à part le Real Madrid qui nous bat en Ligue des Champions, mais une ville qu'on apprécie beaucoup, avec un champ encore intéressant, parce qu'il y a le retour de Jon Rahm après sa dernière apparition au BMW Championship, où il avait fait 62 le dernier tour pour se rapprocher de la victoire. Mais une année mitigée pour Jon Rahm. Bah oui, il a une saison un peu compliquée, il est toujours dans le top 10 mondial, il est 6e. Ou pas loin, voilà, il est 6e mondial. Mais c'est vrai qu'il a fait aucun top 10 en majeur, il a peut-être gagné 1 ou 2 tournois, je l'ai plus en tête, mais c'était pas des tournois, on va dire, marquants. Il n'a pas gagné le Players, il n'a pas gagné le majeur, il n'a pas gagné le Rolex Series, il a fait beaucoup de bonnes places, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours 6e mondial, mais c'est vrai que c'était pas non plus sa plus grosse saison, il avait un peu plus cette grinta, peut-être, je dirais, les années précédentes, il ne l'a pas eu cette année. Je disais que le putter s'est rafraîchi cette année, et c'est depuis son passage de Taylor à Callaway, où depuis ce switch, le putter, le changement d'équipe, certainement le changement d'équipementier a un rôle à jouer là-dedans, mais le putter est un peu moins chaud cette année, ce qui fait que ses résultats sont un petit peu en baisse. Donc tu dis que le Spider est meilleur que le putter Odyssey. Le Spider rouge avec les ailes et trucs comme ça serait peut-être un petit peu moins efficace. Il vaut mieux avoir un Spider qu'un Odyssey. C'est Jon Rahm qui le dit, c'est pas nous. Taylor, si vous nous entendez, on prend toujours des sponsors, on pourrait mettre des petites images sur la vidéo. J'ai un driver Taylor en plus, donc bon, voilà, exactement. Mais donc voilà, donc un champ encore intéressant parce qu'on a Tommy Fleetwood qui va se joindre à lui, et après un petit peu le classique de l'European Tour. C'est un petit tournoi avec peu de gains, c'est certainement le plus petit. C'est un des plus petits, c'est même plus petit que l'Open de France qui a quand même perdu en classe ces dernières années, donc c'est vraiment un petit tournoi. Hein. Sur l'European Tour, sur le DP World Tour, on est bon. Qu'est-ce qu'on a sur le PGA Tour ?
Alors sur le PGA Tour la semaine prochaine, on a un petit tournoi encore, hein, c'est pas non plus. On est toujours sur le PGA Tour, ça s'arrête très tôt, ça reprend très tôt, mais on enchaîne quand même par beaucoup de petits tournois parce qu'on considère que les meilleurs joueurs mondiaux entre guillemets font une pause, ou alors c'est aussi peut-être un peu fait avec l'European Tour vu qu'il y a des grosses échéances avec la Ride to Dubai pour certains qui avaient fait quelques bonnes perfs EI. C'est vrai que souvent c'est un peu la période de pause et on va du coup au Shriners Children Open. Exactement, c'est à Las Vegas, donc ils vont peut-être aller mettre un peu d'argent sur le rouge ou sur le noir ou alors à la table de blackjack. Les noms un petit peu à retenir, on a Tigala qui avait déjà fait sa rentrée il y a cette semaine ou la semaine dernière qui est là. Sinon c'est un champ assez similaire à ce qu'on a vu depuis le début. C'est vraiment ceux qui ont obtenu leur carte cette année du Korn Ferry ou alors ceux qui sont un petit peu plus bas dans les classements mondiaux qui sont là. Donc toujours. Enfin, ça va être un super endroit à Las Vegas. Je crois que c'est un super parcours. Donc voilà, un champ encore un petit peu mitigé, mais voilà, ça se suit et c'est toujours des. Enfin, pour ces joueurs-là, c'est des tournois super importants parce que ça peut lancer vraiment une saison et tout de suite les mettre bien placés à la FedEx Cup. Et pour ceux aussi qui montent du Korn Ferry Tour. C'est toujours la FedEx Cup ou pas? Oui, c'est toujours la FedEx Cup. Ça s'appelle toujours la FedEx Cup. Toujours Okay. la FedEx Cup. Ouais. J'avais eu un doute, à un moment j'ai cru que ça avait changé de sponsor, mais en tout cas, non, c'est un petit tournoi où on va jeter un œil le soir tard parce que c'est à Vegas, donc il y a quand même quelques heures de décalage avec nous. Donc le soir tard, si avant de venir faire dodo, se mettre devant pour regarder un peu ce qui se passe. Mais voilà un petit peu pour le PGA Tour. Ouais, et puis moi juste pour conclure, je dirais aussi que ces premiers tournois sont importants pour ceux qui montent de la deuxième division américaine et qui du coup qui peuvent jouer ces tournois parce que du coup pas beaucoup de grands joueurs, donc ils ont la catégorie comme je vous expliquais pour pouvoir jouer ces tournois là. Donc voilà, eux c'est vraiment important pour essayer de garder leur carte sur le PGA Tour. C'est tellement dur de monter du Korn Ferry pour aller sur le PGA Tour que eux essayent vraiment de jouer tous ces tournois là. Il y a un champ qui est peut-être un peu plus faible que le reste de l'année, c'est pas les plus gros tournois du PGA Tour, donc c'est pour eux l'occasion de marquer des points pour essayer au maximum de sécuriser leur carte ou de marquer un maximum de points dans l'optique de sécuriser leur carte. Donc c'est important, il faut aussi parler un peu de ces besogneux qui tentent leur chance toute l'année et qui essaient de gagner leur vie par rapport à Exactement. ça. Hein, c'est bon, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron comme on dit. Et après un autre tournoi, le dernier tournoi, on a le retour du livre qui par contre va à l'est. Ils vont en Thaïlande, à Bangkok. Pour voilà, le champ de joueurs reste pratiquement inchangé par rapport à ce qu'ils ont d'habitude. Donc voilà, du Cam Smith, du DJ, du Brooks, du Bryson, tout ça. Vu que c'est pas un grand champ de joueurs, ils peuvent pas le changer tous les ans. Et oui, et ils sont tous presque des places assurées. Mais voilà. Rien à dire de particulier sur ça. Juste marrant parce que du coup lors du tournoi de l'European Tour à la Fred Denil, à cause du mauvais temps, du coup le départ avait été décalé et ils ont lancé du coup le deuxième ou le troisième tour en shotgun je crois. Donc le shotgun c'est tout le monde part à un trou différent du parcours et là en l'occurrence c'était en même temps et en plus c'était sur les 3 parcours différents et donc ils ont lancé le shotgun en même temps qui était un peu ce qu'on reprochait aux livres de faire un départ au shotgun et du coup de perdre un petit peu cet attrait, de pas vraiment comprendre et du coup le livre sur Twitter a un petit peu trollé comme on dit, se sont un peu fendu la poire sur le fait que du coup l'Alfred Denil partait en shotgun. Donc moi j'ai trouvé ça un peu ridicule. On n'est pas là en train de dire voilà toi c'est bien, moi c'est pas bien. Essayez vraiment de faire des vraies choses plutôt que d'essayer de vous comparer sur des choses un peu ridicules comme ça. Mais bon voilà, c'est un petit peu la petite anecdote sur le livre. Voilà, les mêmes champs de joueurs, on va voir ce qui se passe. Je m'attends pas à un truc exceptionnel. Pour moi le livre ce sera la même chose, ce sera un tournoi comme il y a 3 semaines pour moi. Donc bon. Et enfin, avec la localisation, on pourra regarder tôt le matin, j'imagine, ce qui permettra, si vous voulez, de vous faire une full journée de golf entre le livre le matin, l'European Tour l'après-midi et le PGA Tour le soir. Mais voilà, on va voir, toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe sur livre, surtout qu'on approche de la finale fin octobre, la grande finale. Donc voilà, toujours intéressant de voir un petit peu comment cela évolue et ce qui se passe pour voir si ça attrape de l'attraction et que le livre devient un troisième tour majeur dans le monde du golf. Et puis après, bon, c'est toi qui m'en parlais, je crois, hier quand tu es rentré. Pour l'instant, alors ça reste un petit peu tôt parce qu'il y a encore des joueurs qui viennent sur le livre, mais il n'y a aucun joueur du livre qui n'a fait vraiment une très bonne place ou une très bonne performance. Un top 3, je crois. Il y a même un top 3. Pas eu de podium. Voilà, il n'y a pas eu de podium des joueurs du livre sur le DP World Tour ou sur le PGA Tour ou sur les tournois auxquels ils ont accès avec tous les problèmes contractuels qu'on peut avoir. Donc bon,
Je dis pas, c'est pas pour lancer l'alarme, on veut pas être un petit peu BFM le lanceur d'alerte, mais on est quand même en train de se dire que les joueurs qui vont sur Live jouent bien, mais dès qu'ils sont en compétition avec des joueurs qui sont sur leurs anciens tournois, ils sont pas là. Hein. Patrick Reed à l'Open de France, on l'a pas vu, ou alors fallait venir le jeudi ou le vendredi. Pour ceux qui bossent pas, si tu voulais voir le week-end, tu le regardais pas. Donc bon, je veux pas lancer l'alerte, mais Tenez, c'est pour vous. c'est pour vous. C'est pour vous. Je veux pas être un petit peu celui qui pique, mais quand même. Et je crois, non, et après, je crois la dernière news, et ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter et trucs comme ça, pour un joueur du Live, c'est Bryson qui a pris part au championnat du monde de long drive pour la deuxième fois. Pour une fois qu'il se prend pas la corde, il prend le pari. Et c'est marrant que tu dises ça parce qu'il fait une vidéo un petit peu comique où il montre comment passer en dessous d'une corde avec pas mal de monde autour qui devient fou et qui le félicite. Mais voilà, un petit truc marrant de Bryson. On rigole pas. Tout dépend si on aime ce joueur ou pas. C'était... faire un peu de buzz. Il y a Shane Lowry qui a un petit peu mis un petit coup à Bryson après avoir vu cette vidéo où il dit je sais pas ce qui est le pire, les prévisions météorologiques du vendredi à Saint-Andrews ou la vidéo. Vous ferez votre avis de décider. Moi, voilà. je veux pas être encore celui qui lance un peu les pics, mais je suis plutôt dans le camp de Shane, très honnêtement. Bryson, je sais pas s'il se perd, très honnêtement, mais cette année, il a quand même rien fait d'un point de vue performance. Il est là, il fait le concours de long drive, il fait un peu le kéké des plages sur Twitter avec ses vidéos. Il manquerait plus que dans 3 semaines, ils lui disent qu'il participe à une émission de télé-réalité américaine parce qu'il est plus en train de mettre à jour sa chaîne YouTube et il est plus en train de faire le kéké sur ses vidéos Twitter que de jouer au golf pour moi. Donc bon, voilà. Après, ce qu'il faut dire, parce qu'on a parlé de lui qui participait, il a quand même fini deuxième. Du Long Drive Championship avec un drive quand même à 406 yards. Deuxième derrière l'Allemand Borgmeier qui lui en a mis un à 426 yards. Voilà, du gros. Si vous n'avez pas vu les vidéos, c'est quand même assez marrant d'aller voir ces mecs qui tapent des drives parce qu'ils sont excités comme des puces. Ils en tapent un gros, ils sautent partout, ils crient. C'est marrant. Presque moi au fond, je trouve ça cool que Bryson y participe parce qu'il amène quand même beaucoup d'audience et toute son audience vers ça. Où il essaye vraiment de faire grandir ce sport, où dans pas mal d'interviews il dit tiens, c'est un sport, le long drive est un sport comme les autres, il faut vraiment, où ces joueurs, ces long drivers ne sont pas très bien payés, donc il essaye un petit peu d'amener son aura et toute sa communauté et son audience vers ce long drive, où voilà, moi personnellement en tant qu'avec opinion sur le long drive, c'est très cool qu'il fasse ça, c'est pas du golf, c'est pas un sport surtout, c'est un show. Oui, mais c'est un sport. Non, là je suis pas d'accord, c'est un sport, mais c'est pas du golf, donc faut pas le comparer pour moi, le comparer au golf classique. C'est un truc cool où les mecs sont des athlètes, ils optimisent leur swing au maximum pour la mettre avec des distances pas possibles, avec des vitesses de balle et de swing qui sont, quand tu regardes ça, c'est qu'ils sont juste, tu n'imagines même pas que ça soit possible, mais voilà. Écoute, voilà pour la petite news, long drive. Pas personnellement que ce soit très intéressant, c'est marrant à regarder 10 minutes, après déjà c'est filmé et c'est tourné, c'est un peu long, c'est plutôt sympa à regarder avec des highlights où on voit du coup les meilleurs de tout le monde parce que c'est mal filmé. Donc c'est marrant à regarder, donc c'est bien, Bryson. Après nous quand on fait un concours de putting au golf le week-end, on n'en fait pas tout un plat non plus, on n'est pas en train de se filmer. Bon, après voilà, c'est marrant, c'est bien que ça se développe parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder, mais quitte à le développer autant, développons aussi un peu le tournage, développons la production, plutôt que ce soit une chaîne YouTube où on comprenne rien de ce qui se passe et qu'au moment on voit un chiffre apparaître, 406, oh il est content, il a gagné, et en fait on s'en rend plus compte avec des highlights sur une chaîne YouTube ou sur la chaîne d'organisation qui 2 jours après met un peu en image tout pour que ce soit intéressant à regarder. Donc bon, c'est sympa, c'est marrant, tant mieux pour lui qui s'amuse, et puis il nous prévient quand il fait de la télé-réalité, on sera là pour regarder. Ouais, ça je regarde, ça je pourrais consommer. Écoute, c'est tout pour cette semaine. Encore merci de regarder la vidéo jusqu'ici ou d'écouter le podcast jusqu'ici si vous êtes là. Si vous êtes encore là. Voilà, petit rappel au cas où, abonnez-vous, likez si vous appréciez le contenu. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 5. Exactement, vraiment encore merci d'être avec nous tout le temps. Essayez vraiment, si vous êtes encore en train de nous regarder, en train de dire ça, c'est que vous êtes vraiment des vrais abonnés. Et mentionnez-le, partagez-le, montrez que vous êtes à la fin de cette vidéo et que vous nous avez suivis vraiment jusqu'au bout, ça nous ferait hyper plaisir. Voilà, comme l'a dit Pierre, abonnez-vous,
sur tous les réseaux sociaux, likez nos vidéos, essayez un petit peu au maximum de nous faire connaître. C'est en dessous de la vidéo. C'est un peu le but. Et voilà, on sera là la semaine prochaine, on vous a fait le planning de la semaine prochaine. Et en tout cas, passez une bonne semaine. Et un surtout, petit teaser au cas où, une petite interview qui devrait tomber avec un joueur très bientôt. Voilà. Et un peu de contenu hors 19e trou qui pourrait arriver, parce que là, la fin de saison arrive, donc là, faut être au taquet, parce que d'autres gros tournois vont arriver. Donc voilà, on est en pleine forme et on est prêt pour les prochaines semaines. Exactement. Passez une bonne semaine et surtout, À plus. Exazip. Exazip.